Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Avant d'en venir à ce texte sur le narcotrafic très important, l'actualité de ce matin, c'est notamment l'intervention des forces de l'ordre à la Gaîté Lyrique à Paris pour procéder à l'évacuation de ce lieu culturel qui, depuis plus de 3 mois maintenant, est occupé par des centaines de jeunes migrants. Est-ce que vous vous félicitez de cette intervention ? C'est le travail du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, mais à partir du moment où il y a une occupation illégale, il est normal de mettre fin à un désordre public, respectant évidemment les personnes. Même quand, comme le dit la députée de gauche Danielle Simonet, c'est une intervention violente, elle dénonce des coups de matraque, des forces de l'ordre qui tapent et qui frappent. Écoutez, moi je ne suis pas en responsabilité au ministère de l'Intérieur, mais j'ai toujours vu les policiers et les gendarmes agir avec discernement. Et j'ai souvent vu aussi des gens taper les policiers et les gendarmes. Je pense que quand il y a un lieu qui est occupé illégalement, depuis plusieurs jours, ça fait un certain temps que le désordre existe, un désordre public inacceptable. Un de vos confrères journalistes d'ailleurs, je crois, a connu manifestement des violences, qu'il est venu faire un reportage, et il faut mettre fin à ce désordre. L'autre actualité, avant d'en venir bien sûr au narcotrafic, c'est aussi ce camouflet infligé à la France par l'Algérie, un dossier que vous connaissez bien, parce que lui aussi, vous avez eu à le traiter comme ministre de l'Intérieur. Je rappelle, en l'occurrence, il s'agit d'une liste d'Algériens que la France entend expulser, qui a été rejetée par Alger hier soir. Qu'est-ce qu'on fait devant une telle humiliation ? Ce n'est pas une humiliation. Le travail de la France, le travail du ministre de l'Intérieur, c'est de faire comprendre aux pays d'origine, l'Algérie évidemment ici, mais c'est le cas de tous les autres pays, qu'ils doivent reprendre leurs ressortissants que nous ne voulons plus sur notre territoire. C'est un acte de souveraineté. Quand on est une nation indépendante, on ne garde pas des personnes qu'on ne veut pas garder sur le sol national. L'Algérie doit le comprendre. Alors, les relations ont toujours été tumultueuses avec notamment les États du Maghreb. Il n'y a pas que l'Algérie pour reprendre leurs ressortissants. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, on expulsait 40% de ces personnes. Alors, ce n'était pas 100%, ce n'était pas zéro non plus, au prix parfois de discussions extrêmement dures. J'ai divisé par 2 le nombre de visas pour les Algériens, par exemple, lorsque j'étais au ministère. Donc, ces moments de tension existent, elles sont très regrettables. L'Algérie doit entendre la volonté de la France, qu'ils reprennent leurs individus notamment dangereux, notamment après l'attentat de Mulhouse. Le ministre de l'Intérieur a raison de le dire. Et je suis tout à fait favorable à la riposte graduée qu'il a évoquée. Et pour ma part, j'ai déjà expliqué qu'il fallait non seulement rappeler notre ambassadeur, parce qu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France depuis plusieurs mois. Nous avons toujours un ambassadeur à Alger. Il faut rappeler notre ambassadeur, me semble-t-il. Et deuxièmement, il faut mettre fin aux visas diplomatiques qui, aujourd'hui, aident tout un tas de personnes en Algérie, qui n'est pas le peuple algérien qui subit cette situation, qui sont les dirigeants algériens et leurs familles qui viennent sans visa en France. Il faut mettre fin à ça. Il n'y a pas de raison que la France reste continue à être généreuse avec ce pays. Gérald Darmanin, est-ce qu'on se limite là? Ce sont effectivement les premières étapes de la riposte graduée évoquée par Bruno Retailleau. Ou est-ce qu'on va plus loin? Marine Le Pen hier soir, par exemple, dit gel de tous les visas, arrêt des transferts de fonds privés, fin de l'aide publique au développement et dès maintenant, dénonciation des fameux accords de 68 sans attendre que la situation se dégrade encore. Le principe de la riposte graduée, c'est qu'elle soit graduée. Voilà, on voit que Mme Le Pen n'a jamais, je crois, dirigé le pays. Elle ne voit pas comment ça fonctionne. Une relation avec un grand pays, le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie, avec lequel on doit parler, parce qu'il a des frontières qui nous intéressent également. Il est en frontière avec la Libye, avec le Mali. On doit parler, ça veut dire on doit faire redescendre la pression? Non, mais la diplomatie consiste à parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc il faut pouvoir parler avec l'Algérie, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf. Donc je pense que ce que propose le gouvernement, ce que propose Bruno Retailleau, la riposte graduée, si on rappelait déjà notre ambassadeur, si on mettait fin au passeport diplomatique pour venir en France, c'est quelques dizaines de milliers quand même. On peut éventuellement aller jusqu'à la fin du traité franco-algérien, bien sûr, dans quelques semaines, mais attendons la réponse de l'Algérie. Les accords de 68, vous dites, on peut les remettre en cause? Oui, il faudra bien cependant avoir un jour une relation avec l'Algérie, un accord avec l'Algérie. Mais s'il faut dénoncer cet accord parce qu'aujourd'hui il est obsolète, il date de 1968, oui, bien sûr, si l'Algérie ne joue pas le jeu en reprenant ses ressortissants. Mais il faut parler aussi avec ce grand pays, la diplomatie. Sur le rappel de l'ambassadeur, pardon, Gérald Darmanin, vous savez si le président de la République et le ministre des Affaires étrangères sont sur cette ligne? Moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur, donc je ne connais pas la relation qu'ils ont avec le président de la République, mais vous m'interrogez. Avant de mettre fin à un traité qui touche des milliers, peut-être des dizaines de milliers de Français, d'Algériens qui ont leur famille en France, qui ont leur famille en Algérie, avant de toucher les gens de la rue, avant de toucher nos amis, nous avons à toucher d'abord les dirigeants politiques. Et les dirigeants politiques et économiques, c'est d'abord le rappel de l'ambassadeur, c'est la fin des passeports diplomatiques qui donnent droit à venir se faire soigner ou faire ses courses en France, et éventuellement après on touche les gens. Venons-en donc à ce texte sur le narcotrafic. L'examen a commencé hier soir à l'Assemblée. Texte visant, je cite d'ailleurs, à sortir la France du piège du narcotrafic. C'est l'intitulé de la proposition. Vous-même, vous parlez de pieuvre. La procureure générale près la Cour d'appel parle d'un marché colossal concernant la cocaïne, sans parler des drogues de synthèse, plus 600%.
Le combat qui s'annonce, Gérald Darmanin, ça donne un peu le sentiment que c'est David contre Goliath, que le narcotrafic a pris une telle place qu'on est très très loin d'être en capacité d'en venir à bout. Alors, ce n'est pas vrai en France. Nous sommes extrêmement courageux et équipés en France pour faire face à un trafic de drogue international qui tue partout dans le monde. Nous sommes moins touchés parfois que certains pays. Les États-Unis d'Amérique, première cause de mortalité, le fentanyl, cette drogue de synthèse qui tue et qui tue en premier aux États-Unis d'Amérique. La Belgique, les Pays-Bas ont vu des journalistes, des avocats, des hommes politiques tués par les narcotrafiquants. Ce n'est pas encore le cas en France. Mais oui, la situation est très difficile, un point de bascule, parce que nous voyons bien que les organisations criminelles, c'est plus simplement un problème de commerce avec un produit illicite. Ce sont des tentatives d'assassinat ou d'assassinat sur des agents pénitentiaires. Peut-être demain, on l'a vu notamment d'autres dirigeants, exactement, d'autres dirigeants de notre pays. Et donc ça vient toucher l'État même, l'autorité même de l'État. Mais Gérald Darmanin, on est interrogé aussi dans la tentative de riposte que vous organisez par les limites de nos règles, de notre propre fonctionnement d'État de droit. Vous-même, vous avez saisi le Conseil d'État sur des propositions que vous avez faites concernant l'isolement et la visioconférence notamment. Vous acceptez d'envisager des modifications du texte. Précisément, est-ce que aujourd'hui, vous considérez que le texte, même modifié, même attendri d'une certaine manière, sera suffisamment efficace et suffisamment susceptible d'être voté à l'Assemblée, puisque je rappelle qu'il faut quand même que vous réussissiez à recueillir des votes au centre, et pourquoi pas à gauche, pour que le texte passe. Bon, le texte n'est pas attendri, c'est le régime carcéral le plus dur de l'Union européenne qui sera mis en place. C'est un régime carcéral, la prison, en total isolement pour les narcotrafiquants. Donc il reste suffisamment efficace à vos yeux, même modifié. Avec des prisons de haute sécurité qui n'ont jamais existé en France, ce qui consiste à n'avoir aucun contact à l'extérieur, et même les phases de relations avec les juges se fassent par visio pour ne jamais sortir de sa prison. C'est extrêmement dur. Ce que nous proposons, dur, mais il le faut pour la sécurité de nos concitoyens. J'ai fait voter ce texte en commission des lois de l'Assemblée nationale, voilà 15 jours. Donc on arrivera à le faire voter à l'Assemblée nationale, parce que je ne crois pas qu'il y ait un député qui peut retourner dans son territoire et dire à ses habitants « je considère que le narcotrafic, c'est pas grave ». Ça vaut pour votre famille politique, il n'y aura aucune abstention, aucun vote contre. Ça vaut pour tout le monde, en tout cas. On a entendu beaucoup de voix sceptiques. Mais dès qu'on touche aux libertés individuelles, c'est normal qu'il y ait du scepticisme, c'est normal que les avocats nous interrogent, c'est normal que quelques consciences regardent ce qui se passe et alertent au gouvernement. Mais quand on est en responsabilité comme je le suis, quand je connais la surface des organisations criminelles, leur capacité de commander à des gamins de 14 ans des tueurs à gages, comme ça se passe aujourd'hui à Marseille, à 14 ans, quand on voit que des agents pénitentiaires se font assassiner en pleine journée à la Kalachnikov, on ne peut pas simplement rester dans la belle conscience ou dans les belles paroles. Il faut prendre un régime dans les prisons extrêmement dur, ce que je mets en place et qui a été validé par le Conseil d'État, et je le remercie. Juste sur l'isolement, une précision pour être sûr d'avoir bien saisi les contours du texte. Est-ce que ces règles d'isolement s'appliqueront uniquement aux narcotrafiquants ou est-ce que ça vaut pour tous les criminels ou délinquants les plus dangereux? Par exemple, les terroristes comme Salah Abdeslam, qui ont déjà des mesures qui sont appliquées. Est-ce qu'ils seront concernés par ce régime? Oui, le régime carcéral dans les prisons de haute sécurité que nous mettons en place en ce moment à l'Assemblée nationale, notre première prison sera le 31 juillet prochain dans le Pas-de-Calais. C'est un régime qui concerne les narcotrafiquants, les narcobandits et les personnes qui sont condamnées pour terrorisme. Et ça peut concerner des mineurs qui seraient inquiétés dans des affaires de narcotrafic? Alors les mineurs ne peuvent pas être concernés par ce régime carcéral-là, mais il y aura un autre régime, comme toujours en France, comme toujours quand on signe les conventions européennes des droits de l'enfant. Mais les mineurs sont évidemment concernés par le parquet national que nous mettons en place. Ça veut dire que Salah Abdeslam pourrait être transféré? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Salah Abdeslam, il est déjà dans la prison de Vendin-le-Vieil, qui va être transformée pendant 3 mois en une prison de très haute sécurité. Et je vais écouter les renseignements pénitentiaires et les magistrats pour savoir s'il est encore dangereux pour l'extérieur. Vraisemblablement. Le terroriste le plus recherché de notre pays qui a été arrêté, et M. Abdeslam, fait partie de ce public. Mais ce n'est pas moi qui prendrai ces décisions. Ce sont les services spécialisés qui me le diront. Vous avez vu que depuis quelques jours, il y avait des interrogations sur le fait que Salah Abdeslam potentiellement deviendrait papa, que son régime de détention le permettrait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, son régime de détention ne le permet pas, mais il a été en Belgique l'année dernière et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans les prisons belges puisqu'il a eu un permis de vie privée familiale, de rencontrer les personnes qu'il voulait rencontrer, notamment son épouse. Mais j'ai constaté que M. Abdeslam avait lui-même dénoncé le fait que ce n'était pas vrai
et qu'il s'agissait d'une fake news. Juste un mot sur les menaces. Vous disiez, il y a la violence. On a vu des agents pénitentiaires se faire tuer au péage d'Incarville au moment de l'évasion d'Amra. Hier, à votre place, la procureure de Paris disait les menaces contre les magistrats sont de plus en plus fréquentes. Elle décrivait des courriers, même des dires lors d'interrogatoires où des délinquants criminels indiquaient savoir où travaille le conjoint, où sont scolarisés les enfants, que les magistrats se rendent au palais de justice à vélo. Dans le nouveau parquet que vous créez contre la criminalité organisée, est-ce que ces procureurs-là, ces nouveaux procureurs, auront droit à une protection spécifique? Alors la réponse est oui, comme les magistrats du parquet national antiterroriste, ils sont protégés par les policiers. Il y a 150 magistrats qui sont menacés en France, c'est beaucoup. Et il y a des agents pénitentiaires, des directeurs de prison, des agents pénitentiaires dont on connaît l'horaire de sortie de l'école de vos enfants ou effectivement ce que font vos conjoints. Il y a des agents pénitentiaires qui aujourd'hui sont protégés par la police parce qu'ils font leur travail pour empêcher les gens dans les prisons de continuer leur trafic à l'extérieur. C'est ce que ne veulent plus les Français. Les Français ne veulent plus qu'on continue à commander des points de deal de sa prison, de téléphoner de sa prison, de commander des assassinats de sa prison. Donc il y a des gens courageux, des magistrats, des agents pénitentiaires qui mettent fin à ça. Le régime carcéral va les aider. Et on doit aussi protéger ces agents courageux qui, pour notre propre sécurité, prennent des risques de leur vie. D'un mot très rapidement, Gérald Darmanin, il y a un autre texte très important qui arrive demain en commission des lois au Sénat qui concerne la justice des mineurs. Ce matin, la présidente de l'UNICEF France, Adeline Hazan, dénonce un projet populiste qui contrevient totalement à tous les principes et viole de manière spectaculaire la Convention internationale des droits de l'enfant. Je rappelle que le texte prévoit notamment des exceptions à l'excuse de minorité et la comparution immédiate pour certains mineurs. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, je regrette que l'ancienne élue socialiste, Madame Hazan, aujourd'hui fasse de la politique et juge ce que les parlementaires, c'est-à-dire les représentants du peuple, veulent décider et qui correspond, je crois, à ce que veulent les Français, c'est-à-dire de l'autorité et de l'éducation renforcée pour des mineurs qui sont délinquants. Personne ne comprend que des gamins de 12, de 13, de 14, 15 ans donnent des coups de couteau à d'autres. Que dire aux parents du jeune Elias que j'ai reçu dans mon bureau, si ce n'est qu'on doit évidemment mettre plus d'autorité dans notre pays? Alors ensuite, l'UNICEF, heureusement, protège les enfants et l'État doit faire des efforts, notamment sur la protection de l'enfance, les enfants qui sont violés, qui sont victimes d'inceste. Mais vous ne reculerez pas sur ce texte. Qui ne sont pas placés. Donc elle a raison de dire que l'État était aussi un parent défaillant sur les bébés, sur les enfants qui sont victimes. Mais sur les enfants auteurs, sur les mineurs auteurs, on doit remettre de l'autorité et on doit remettre de l'éducation à la place des parents. Un tout petit mot très rapidement. Il y a un texte qui a été voté au Sénat il y a quelques jours, mais pas encore à l'Assemblée, concernant l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Votre collègue de l'Intérieur était pour, votre collègue des Sports était contre. Et vous? Non, mais il faut interdire le voile dans les compétitions sportives. C'est une évidence. On ne peut pas accepter la moindre commandement avec le communautarisme. Et les terrains de sport sont des lieux neutres où l'on peut voir une compétition sans se demander quelle est la religion des personnes qui font cette compétition. De même que dans les prétoires, les avocats, profession libérale, ne portent pas de voile et les barreaux s'y opposent et les tribunaux donnent raison évidemment aux barreaux. Donc il faut mettre fin à ces petits accommodements. Moi je regrette que la ministre des Sports, que la ministre de l'Éducation nationale ne soutiennent pas plus cette autorité républicaine, comme on l'a toujours, me semble-t-il, fait en France et qui nous prémunit des difficultés que connaît notre pays. Elle dit le port du voile, ce n'est pas de l'entrisme. Vous n'êtes pas d'accord? Le port du voile dans les compétitions sportives, ce n'est pas la tradition française. Malheureusement, je crains que ce soit de l'entrisme et qu'il y a beaucoup de naïveté dans certains de nos dirigeants politiques. Une ultime question, et très vite s'il vous plaît, les retraites, le conclave. Ce matin, l'organisation patronale U2P, qui représente les entreprises de proximité, dit « c'est fini pour nous, on ne participe plus à cette concertation ». Est-ce que vous pensez qu'elles doivent continuer, malgré ce qu'a dit François Bayrou? Je pense que la réflexion sur les retraites doit continuer, mais pas à 62 ans. La question de la retraite par capitalisation, c'est une vraie question par exemple. On devrait pouvoir s'y intéresser. Je pense que le patronat et les grandes organisations syndicales pourront le faire. Les fonctionnaires ont une retraite par capitalisation. Pourquoi l'ensemble du pays ne l'aurait pas? Merci beaucoup Gérald Darmanin, merci Adrien Gindre.